La lumière ambrée du restaurant faisait scintiller les glaçons dans mon verre. Dehors, Paris n'était qu'un flou de phares et de bruit. Mais ici, il n'y avait qu'un doux murmure de conversation et le tintement délicat de l'argenterie sur la porcelaine. J'étais parfaitement immobile. Un prédateur attendant sa proie. Mon cœur ne s'emballait pas. Mes mains ne tremblaient pas. Cette partie de moi avait disparu, consumée par le feu des dernières semaines. En face de moi, une jeune femme déchiquetait nerveusement une serviette en papier. J'ai jeté un coup d'œil à la porte, puis de nouveau à elle. Ma voix était basse. Un instrument calme et constant. Il est là. Mais c'était plus tard. Bien plus tard. Avant le feu. Avant la glace. Mon monde était construit sur la logique et le contrôle. Mon bureau se trouvait au 35e étage d'une tour de la Défense. Une cage de verre surplombant le flux régulier et indifférent de la Seine. J'étais Élise Dubois. Et mon royaume était une grille de tableurs, de contrats et de planning. À 35 ans, j'étais la cofondatrice et directrice des opérations de Dubois et Fournier événementiel, l'une des agences les plus prisées de la capitale. Mon mari, Marc Fournier, était l'autre moitié du nom sur la porte. Il était le financier, le charmeur qui ramenait les gros clients. J'étais l'architecte, celle qui s'assurait que les beaux rêves qu'il vendait ne s'effondrent pas en un cauchemar logistique. Nos vies, comme notre entreprise, formaient un partenariat parfaitement équilibré. Du moins, c'est ce que je me disais. Cet après-midi-là, ma concentration était absolue. Je décortiquais un contrat de prestataire pour un gala de charité prestigieux. Mon stylo suspendu au-dessus d'une clause au langage dangereusement ambigu. Les détails étaient tout. Ils étaient le fondement de l'ordre. La sonnerie stridente de mon téléphone de bureau fut une violation. Une fissure dans le silence. Je l'ai saisie. La voix sèche. Élise Dubois. C'était une urgence. Bien sûr. C'était toujours une urgence. Un problème au Petit Palais? Notre lieu pour le gala. Permis de construire? Litige avec le traiteur, le genre de chaos habituel que seule ma présence pouvait maîtriser. J'ai soupiré. Mon esprit passant déjà du jargon juridique à la gestion de crise. Le gala avait lieu ce week-end. L'échec n'était pas une option. Il ne l'était jamais. J'ai sauvegardé mon travail, éteint mon ordinateur et attrapé mon blazer. Ma vie était une série d'incendies à éteindre. Et j'étais le meilleur pompier que je connaisse. Sortir de l'immobilité climatisée de notre tour pour entrer dans l'air lourd et humide d'un mois d'août parisien fut un choc physique. Le soleil tapait sur le bitume. Et la ville bourdonnait d'une énergie agitée. Mon esprit était encore à 1000 lieues, parcourant des plans de secours. Je marchais d'un pas rapide sur l'esplanade. Le claquement sec de mes talons marquant la cadence de mon urgence. Et c'est là que je l'ai vu. De l'autre côté de la rue, quelque chose m'a fait m'arrêter net. Comme si j'avais heurté un mur invisible. L'air s'est échappé de mes poumons en un seul souffle silencieux. Sortant des portes vitrées étincelantes de l'usine. Le club de sport le plus cher du quartier. Se trouvait Marc. Mon mari. L'homme qui avait embrassé mon front ce matin même. La voix pâteuse de sommeil. Et juré qu'il serait enchaîné à son bureau à la maison toute la journée. Noyé sous les rapports financiers pour ce même gala que je me précipitais pour sauver. Il avait bâillé de façon spectaculaire, prétendant que la charge de travail était si immense qu'il ne prendrait même pas la peine de quitter son jogging. Et pourtant, il était là. Au cœur du quartier d'affaires, vêtu d'un short de compression neuf et d'un débardeur ajusté que je n'avais jamais vu. Ses cheveux étaient humides de sueur, sa peau luisante de la satisfaction d'un entraînement intense.
Il ne ressemblait pas à un homme qui avait passé la matinée à regarder des chiffres. Il avait l'air revigoré. Il avait l'air vivant. Comme un homme qui venait de se délester d'un grand poids. Le choc initial, une vive piqûre d'irritation face à ce mensonge inutile aurait été gérable. J'étais pragmatique. Peut-être avait-il besoin d'une pause? D'une évasion de la routine écrasante. J'aurais pu comprendre cela. Mais le vrai coup, l'image qui a fait chuter mon cœur au fond de mon estomac, n'était pas sa présence. C'était sa compagnie. Marc n'était pas seul. À ses côtés, marchant avec la grâce facile de quelqu'un qui croit que le monde lui appartient, se trouvait une jeune femme. Elle ne devait pas avoir plus de 23 ans. Son visage était rouge. Sa queue de cheval haute rebondissait à chaque pas. Elle avait un sourire éclatant et sans effort, du genre qui semblait tout illuminer autour d'elle. Et ses yeux pétillaient alors qu'elle disait quelque chose qui fit rire Marc. C'était un vrai rire. Un son fort. Sans inhibition. Que je ne lui avais pas entendu depuis des années. Il passa une main dans ses cheveux humides. Un geste presque enfantin. Un morceau de flirt flagrant qu'il semblait avoir oublié comment exécuter en ma présence. Il n'était pas juste un homme parlant à une amie. Il était un paon faisant la roue. Il était enchanté. Captivé. Complètement absorbé par l'univers privé qu'ils avaient créé sur ce trottoir bondé. Une vague de nausée me monta à la gorge. La réunion. L'inspection du lieu. Les problèmes urgents au Petit Palais, tout se dissolvait dans un brouillard lointain et insignifiant. Il n'y avait que cette scène, se déroulant au ralenti de manière angoissante de l'autre côté de la rue. Une vérité dérangeante que j'avais repoussée au fond de mon esprit depuis des mois commençait à faire surface avec une force dévastatrice. Les nuits tardives qu'il mettait sur le compte du travail. Les nouvelles tenues de sport qui ne cessaient d'apparaître dans ses tiroirs. Le temps excessif qu'il passait sur son téléphone. Souriant à l'écran et m'écartant quand je demandais. C'est juste le groupe de discussion des mecs? Élise. Rien d'important? Disait-il. Et moi? La femme logique et rationnelle? J'avais choisi de le croire. Parce que l'alternative était un tremblement de terre sous les fondations que je croyais être du roc. Un instinct ancien et primal a pris le dessus. Un besoin viscéral de savoir? De comprendre? Sans réfléchir. Je me suis glissé derrière la structure métallique d'un kiosque à journaux. Mon cœur martelant contre mes côtes. Je devais voir où cela menait. Je devais les suivre. C'était un film que je n'avais jamais voulu voir. Une histoire dont je n'avais jamais voulu faire partie. Mais je venais, sans le savoir, d'acheter un billet au premier rang. Le couple improbable a traversé la rue. Leur proximité témoignant d'une intimité partagée. Ils ont ri à quelque chose qu'il lui a chuchoté à l'oreille. Ils ne sont pas allés loin. Ils sont entrés dans un café branché du Marais. Un endroit vibrant et coloré. Célèbre pour ses bols d'açaï ridiculement chers. Chargé de garnitures qui se moquaient bien des calories brûlées à la salle de sport. Un endroit que Marc, avec son soudain et intense intérêt pour une vie saine, aurait dû éviter comme la peste. Depuis l'ombre protectrice d'un abribus de l'autre côté de la rue, je les ai observés choisir une petite table près de la fenêtre. La vue était claire. Impitoyable. Ils ne se sont pas assis l'un en face de l'autre. Comme des collègues ou des amis occasionnels l'auraient fait. Ils se sont assis côte à côte. Leurs épaules se touchant presque. Une proximité qui criait la complicité. Leur commande est arrivée. Un seul. Énorme bol d'açaï. Débordant de granola. De fruits. De copeaux de noix de coco et d'un généreux filet de miel. Il était accompagné de 2 cuillères. L'avoir plongé sa cuillère dans le bol et la porter à ses lèvres. Suivi par lui faisant exactement la même chose.
a été comme un coup de poing à l'estomac. C'était un rituel de couple. Un rituel qui nous avait appartenu. À lui et à moi. Au début de notre relation. Maintenant profané avec une inconnue. Il a ri quand elle a eu une tache violette sur le nez. Et il ne lui a rien dit. Il la regardait simplement avec une expression d'adoration pure et sans phare. L'homme dans ce café n'était pas le Marc Fournier qui partageait un prêt immobilier et un lit avec moi. Mon Marc, l'homme à la maison, était de plus en plus silencieux, perpétuellement fatigué. Il rentrait du travail, s'effondrait sur le canapé et fixait d'un air absent la télévision, répondant à mes questions par monosyllabes. Son énergie semblait toujours être drainée par les responsabilités de notre vie d'adulte. Mais ce Marc, l'homme partageant un bol d'açaï, était léger. Il était enjoué. Il était effervescent. Ses yeux brillaient d'une sorte d'excitation que je n'avais pas vue depuis une décennie. Il gesticulait de manière animée, racontant des histoires qui la faisaient rire, se penchant près d'elle, absorbant chacune de ses paroles. On aurait dit qu'il avait redécouvert une partie perdue de sa jeunesse. Une version de lui-même que je pensais enterrée sous le poids des factures, des contrats et de 15 ans de mariage. La douleur qui m'a frappée n'était pas seulement celle de la trahison. C'était un deuil. Le deuil de réaliser que cet homme vibrant existait toujours. Il n'était simplement plus pour moi. Il se gardait pour quelqu'un d'autre. Mes mains tremblaient alors que je prenais mon téléphone. La logique, ma compagne de toujours, me hurlait de m'éloigner, d'arrêter de me torturer. Mais mon cœur, cet organe traître et masochiste, avait besoin d'une dernière confirmation. Il avait besoin du clou dans le cercueil de ma tranquillité d'esprit. Mes doigts ont volé sur l'écran, tapant un message qui était à la fois un test et un piège. Salut. Comment avancent les rapports? J'en ai besoin avant la fin de la journée pour finaliser le budget du gala. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai levé les yeux. Mon regard fixé sur leur table. J'ai vu son téléphone vibrer sur le bois. J'ai vu Marc le prendre. Le sourire disparaissant de son visage pour être remplacé par un éclair d'agacement pur. Il n'a pas répondu. Il a simplement retourné le téléphone. Écran vers le bas. Un geste de renvoi. Un geste qui disait, tu n'es pas importante en ce moment. J'ai pris une inspiration brusque. L'air me raclant la gorge. Il m'en fallait plus. J'avais besoin de l'entendre. J'ai composé son numéro. Le nom du contact? Marc Cœur Rouge. Brillait sur mon écran. De l'autre côté de la rue, son téléphone s'est de nouveau allumé. Devant elle. Sans la moindre hésitation. Il a appuyé sur le bouton rouge sur le côté de son téléphone, réduisant mon appel au silence. Me rejetant. Puis, comme un acte final de cruauté brutale, je l'ai regardé maintenir le bouton d'alimentation enfoncé et éteindre complètement l'appareil. Mon monde est devenu silencieux. Il ne me cachait pas seulement quelque chose. Il choisissait activement, consciemment, son autre vie plutôt que la nôtre. À cet instant, le sol que j'avais toujours cru être du béton solide s'est révélé être des sables mouvants. Et j'étais en train de couler. La nuit est tombée sur Paris, peignant le ciel de nuances de violet contusionné et d'indigo profond. Mais pour moi, l'obscurité était arrivée bien plus tôt, sur ce trottoir ensoleillé du Marais. Le retour à la maison fut un flou. Je ne me souviens pas du trafic sur les quais de Seine. Des feux rouges. Des virages familiers vers notre quartier. Mon esprit était un théâtre privé. Rejoignant la même scène en boucle infinie, Marc rejetant mon appel. Éteignant son téléphone. Choisissant son monde avec elle plutôt que notre monde ensemble.
Lorsque j'ai tourné la clé dans la serrure de notre spacieux et élégant appartement du parc Monceau, l'endroit que nous appelions notre foyer, un silence lourd m'a accueilli. C'était un silence qui signifiait autrefois la paix. Un sanctuaire contre le bruit de la ville. Maintenant, il semblait creux. Complice d'une grande tromperie. Chaque objet, chaque meuble, chaque photographie encadrée semblait se moquer de moi. La photo de mariage sur la cheminée. Nous deux rayonnants. Jeunes et pleins de promesses. La photo de notre voyage en Italie. Ses bras autour de moi devant le Colisée. C'étaient les reliques d'une vie que je soupçonnais maintenant n'avoir jamais vraiment existé que pour moi. Je devais me ressaisir. L'Élise qui gérait les crises. La femme qui résolvait les problèmes insolubles. Devait prendre le contrôle. J'ai pris une longue douche froide, essayant de laver non seulement la saleté de la journée, mais aussi le sentiment collant et suffocant de la tromperie qui s'accrochait à ma peau. J'ai enfilé une tenue d'intérieur confortable. Je me suis fait une tisane à la camomille qui avait un goût de cendre. Et je me suis assise sur le canapé, répétant la normalité. Je ne le confronterai pas. Pas encore. Une explosion de colère et de douleur serait exactement ce à quoi il s'attendrait. Peut-être même ce qu'il voulait. Cela le placerait en victime d'une femme jalouse et hystérique. Non. Je ne lui donnerai pas cette arme. Je serai l'actrice principale de ma propre pièce. Et à partir de ce moment, c'est moi qui écrirai le scénario. Des heures plus tard, quand j'ai entendu sa clé dans la porte, tout mon corps s'est tendu, mais mon visage est resté un masque de sérénité lasse. Marc est entré, et sa performance était digne d'un prix. Il portait le même t-shirt de groupe de musique délavé et le même jogging usé qu'il portait toujours à la maison. Ses cheveux, autrefois humides de sueur de la salle de sport, étaient maintenant secs et légèrement ébouriffés. Comme s'il avait passé ses mains dedans de frustration en fixant un écran d'ordinateur. Il dégageait un air d'épuisement étudié. Le martyr du bureau à domicile. « Salut, Élise, » dit-il. Sa voix traînante et fatiguée. Il s'avança pour m'embrasser. Mais dans un mouvement subtil et calculé. J'ai tourné la tête. Ses lèvres ont trouvé ma joue. Un contact bref et froid. Dure journée ? Ai-je demandé. Mon ton neutre. Presque désintéressé. Il a soupiré. Une longue et dramatique expiration. Laissant tomber sa mallette sur un fauteuil. Tu n'as pas idée. Ces rapports trimestriels sont interminables. Fixer des tableurs toute la journée. Ça te grille le cerveau. Je crois que mes yeux sont devenus carrés. Il se dirigea vers la cuisine. Ouvrit le réfrigérateur en acier inoxydable et en sortit une bière. Il fit tout cela avec l'aisance d'un homme suivant une routine qu'il avait exécutée pendant des années. Le naturel de la chose était la partie la plus écœurante. Le mensonge n'était pas un effort pour lui. C'était une seconde peau. Je l'ai observé. Mon regard analytique, disséquant chacun de ses mouvements. J'ai essayé de t'appeler tout à l'heure. Dis-je. Ma voix désinvolte. Comme si c'était une pensée passagère. J'avais besoin d'un numéro pour la réunion au Petit Palais. Il a pris une longue gorgée de sa bière avant de répondre. S'achetant du temps. Ah. Oui. J'ai vu ça. Désolée. Ma chérie. Le téléphone est mort en plein milieu de tout. J'étais tellement plongée dans les chiffres que je n'ai même pas remarqué. J'ai oublié de le brancher ce matin. Je n'ai vu ton appel manquer que lorsque je l'ai rallumé il y a un petit moment. L'excuse était si fragile. Si insultante de simplicité. Que j'ai ressenti une envie presque incontrôlable de rire. La batterie morte. Le plus vieux et le plus pathétique mensonge du monde. Mais j'ai simplement hoché la tête.
Ça arrive. Tu as réussi à tout finir? Au moins? Il a souri. Un éclair de soulagement que j'ai avalé là pas si facilement. La plupart. Je finirai les derniers détails demain. Mais c'est assez de travail pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on mange? Je meurs de faim. Il est venu derrière moi et a enroulé ses bras autour de ma taille. Un geste qui me semblait autrefois un havre de paix mais qui me donnait maintenant l'impression d'être les anneaux d'un serpent. Je pouvais le sentir. Ce n'était pas son savon familier ou la légère odeur de son eau de Cologne. C'était autre chose. Un parfum plus doux, presque floral, mélangé à l'odeur persistante de la sueur et de fruits. L'odeur écœurante de l'açaï était incrustée dans sa peau. C'était la preuve olfactive, la confirmation que je n'avais pas demandé, mais qui m'a frappé avec la force d'une gifle. Je me suis doucement dégagée de son étreinte. J'ai commandé une pizza. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner. C'était une journée chargée pour moi aussi. Dans les jours qui ont suivi, je suis devenue une observatrice. Une spectatrice silencieuse de ma propre vie. Et ce que j'ai observé, c'est la construction méticuleuse d'un nouvel homme. Marc, qui se plaignait autrefois que la salle de sport était monotone, y allait maintenant tous les jours avec un enthousiasme contagieux. Il a acheté de nouvelles tenues de sport, des chaussures de course aux couleurs vives, une montre connectée élégante qui suivait son rythme cardiaque. Il a commencé à passer plus de temps devant le miroir, à se coiffer, à essayer de nouveaux produits de soins. Il se rajeunissait, se réinventait. Mais ce n'était pas pour moi. Quand je l'ai interrogé sur ce nouvel dévouement, feignant l'admiration, il a répondu avec une lueur dans les yeux, « Tu sais, Élise, j'ai décidé que je devais mieux prendre soin de moi. Me remettre en forme. C'est bon pour la tête aussi. Ça évacue tout le stress du travail. » L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper au couteau. Le « stress » qu'il évacuait avait un nom. Un âge et un sourire sans effort. J'ai fait semblant de le croire. Je l'ai encouragé. Je l'ai félicité. Je suis si heureuse pour toi. Chérie. Tu as l'air en pleine forme. Tellement plus. Énergique. Chaque mot de soutien était un petit morceau de mon âme qui se brisait. Mais je savais que je devais maintenir la mascarade. La confiance. Cette structure délicate et transparente était déjà brisée. Maintenant, avec chaque nouveau mensonge, chaque excuse fragile, les fissures s'élargissaient, menaçant de faire s'effondrer tout l'édifice. Je ne pouvais plus vivre dans ce brouillard suffocant de doutes. J'avais besoin de certitude, aussi douloureuse soit-elle. La décision fut prise au cœur d'une nuit blanche, alors que Marc dormait à côté de moi, respirant les souffles paisibles et réguliers d'un homme sans souci. Ce son me hérissait maintenant les nerfs comme le ronronnement d'un traître. Je me suis glissée hors du lit et je suis allée dans le salon, mon téléphone à la main. Le premier SMS était pour Sarah, ma meilleure amie. Une avocate en droit de la famille, pragmatique et acérée, qui avait vu les côtés les plus sombres de l'amour et du mariage. Sarah, j'ai besoin de ton aide. Je crois que Marc me trompe. La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Courte et directe. Tu crois? Ou tu sais? Je lui ai tout raconté. La scène dans la rue. Le bol d'açaï. L'appel rejeté. Les mensonges. Sarah n'a pas offert de platitudes vides ou de mots réconfortants. Elle a offert une solution. Il y a des moyens de savoir avec certitude, Élise. Mais tu dois être prête à ce que tu vas trouver. La vérité est souvent plus laide que tu ne peux l'imaginer. J'étais prête.
J'étais déterminée à arracher le voile de l'ignorance. Peu importe à quel point le visage derrière serait terrifiant. Le lendemain matin, suivant les instructions précises et légalement limites de Sarah, j'ai attendu que Marc parte pour son jogging matinal. Mon cœur était dans ma gorge alors que je prenais son téléphone sur la table de nuit où il chargeait. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine le tenir. Le déverrouiller fut d'une facilité déconcertante. Le code était la date de notre premier baiser. Une autre pointe d'ironie amère. En moins de 2 minutes, un logiciel espion silencieux et invisible fut installé. J'ai replacé le téléphone exactement où il était. Mon cœur battant la chamade. L'acte me semblait une violation. Une trahison en soi. Mais comment trahir un traître? C'était de l'autodéfense. L'attente fut une torture. Pendant 2 jours, il n'y eut rien. Ces messages étaient banals: groupe de travail, discussion de ligue de football virtuelle. J'ai commencé à douter de moi. Avais-je tout imaginé? Était-ce une rencontre fortuite? Une amitié innocente? Le doute, planté par 15 ans d'amour et de partenariat, était une mauvaise herbe tenace et persistante. Mais la 3e nuit, la notification a retenti sur mon ordinateur portable, qui reflétait maintenant son téléphone. Un nouveau fil de discussion d'un numéro non enregistré. Le nom du contact était simplement Chloé étoile blanche moyenne. Et ce que j'ai lu ensuite a fait s'arrêter le monde. Les mots de Marc, écrits sur un ton passionné, presque mièvre, que je ne reconnaissais pas, peignaient une réalité parallèle. Une fiction grotesque où j'étais la méchante. Chloé étoile blanche moyenne, je pense à toi. La journée d'aujourd'hui était incroyable. Marc, pas aussi incroyable que toi. Mon étoile. Je n'arrête pas de penser à toi non plus. Je compte les secondes jusqu'à ce que je puisse te revoir. Chloé étoile blanche moyenne, moi aussi. Mon bel homme. Mais comment ça se passe de ton côté? Des nouvelles? Et puis, le chef-d'œuvre de manipulation de Marc Fournier se déroula dans toute sa splendeur sordide. Marc, toujours la même histoire. Mon amour. Tu sais que je ne vis plus vraiment avec Élise. Notre mariage est terminé depuis longtemps. Nous sommes séparés. Nous vivons juste sous le même toit pour des raisons administratives. Et je dois la soutenir parce qu'elle a des problèmes de santé assez compliqués. Tu sais, une dépression sévère. Je ne peux pas l'abandonner complètement. Ma conscience ne me le permettrait pas. J'ai lu le message 1 fois. 2 fois. 3 fois. Dépression sévère. J'étais la personne la plus saine que je connaisse. Séparés. Nous avions dormi dans le même lit la nuit précédente. Le mensonge était si élaboré. Si cruel. Il ne me trompait pas seulement. Il réécrivait notre histoire, me transformant en une ex-femme malade et dépendante pour justifier son propre comportement méprisable. La conversation a continué. Marc, en plus, nous avons l'entreprise ensemble. Démêler ça est un cauchemar juridique. Ça me lie à elle d'une manière que tu ne peux imaginer. Mais rien de tout ça n'a d'importance. Tu es mon présent et mon avenir. Tu es la lumière qui est apparue pour me sortir de toute cette obscurité. J'ai senti mes yeux brûler. Mais les larmes n'étaient pas de tristesse. Elles venaient de la fureur. Une rage pure et incandescente qui a incinéré la douleur et l'a forgée en une résolution froide et dure. Il avait construit un château de mensonges. Et j'allais le démolir à main nue. Brique par brique. Jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité brute et laide. Et le pire, la partie qui me faisait trembler de colère, c'est que la fille, Chloé, le croyait. Elle était l'héroïne de cette histoire?
sauvant un homme bon d'un mariage brisé avec une femme malade et problématique. À ce moment, j'ai compris. Mon combat n'était plus seulement avec Marc. C'était un combat pour récupérer ma propre identité, ma propre histoire, qui était volée et tordue par l'homme que j'avais autrefois aimé. La fureur qui s'est allumée dans mes veines cette nuit-là ne s'est pas éteinte au matin. Au lieu de cela, elle s'est installée au fond de ma poitrine, se refroidissant en un éclat de glace pointu et acéré. La douleur était toujours là. Un bourdonnement bas et constant sous la surface. Mais l'humiliation brute d'être dépeinte comme une invalide fragile, un cas de charité dans la vie de mon propre mari submergeait toute autre émotion. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait dépouillé de ma force, de mon identité, pour séduire quelqu'un d'autre. Il m'avait transformé en un personnage pathétique dans son feuilleton privé. Et l'autre femme, cette Chloé, était le public captivé applaudissant sa performance héroïque. Pendant des jours, j'ai mené une double vie. Pour Marc, j'étais la même épouse que toujours, peut-être un peu plus silencieuse, ce qu'il attribuait commodément au stress du travail. Pour moi-même, dans le silence de mon bureau ou les longues heures de la nuit, j'étais une stratège. Je lisais et relisais leurs conversations. Chaque, mon bel homme. Chaque, mon étoile. Chaque promesse d'un avenir ensemble. Solidifiait le dégoût en résolution. Je ne pouvais pas simplement le confronter. Une explosion de rage serait rejetée comme de l'hystérie. Lui présenter des impressions des SMS serait efficace. Mais cela laisserait l'autre partie, la jeune femme trompée dans le rôle de la victime innocente qui ne savait rien. Et ça, je ne pouvais pas le permettre. La vérité devait être une bombe à triple impact, frappant Marc, éclairant Chloé. Et surtout, me libérant. La décision de trouver Chloé n'a pas été facile. Elle exigeait que j'avale ma fierté, que je me place dans une position de vulnérabilité. Cela signifiait affronter la femme qui, sciemment ou non, était le pivot de ma douleur. Mais le besoin de démanteler le récit soigneusement construit de Marc était plus grand que ma peur. Grâce à leur SMS, j'ai découvert où elle travaillait, une petite agence de communication dans le Sentier. Il n'a pas été difficile de trouver son profil sur les réseaux sociaux à partir de là. Il était public, rempli de photos souriantes, de voyages entre amis et, bien sûr, de selfies à la salle de sport. Elle semblait être une fille normale et dynamique, le genre de personne qui ne s'impliquerait pas sciemment avec un homme marié. Ou peut-être, pensais-je avec un frisson glacial, était-elle une encore meilleure actrice que Marc? Peu importait. Je devais savoir. Un après-midi, sous le prétexte d'une réunion client à l'extérieur, je me suis rendue à son agence. Assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue, j'ai attendu. L'anxiété était un œuf serré dans mon estomac. Que allais-je même dire? Comment aborde-t-on une parfaite inconnue pour lui dire « L'homme que vous croyez être votre prince charmant est mon mari et un menteur pathologique ?» La situation était si absurde qu'on se serait cru dans un mauvais film. Quand Chloé est sortie du bâtiment, riant dans son téléphone, mon cœur a fait un bond. C'était elle. La même énergie vibrante, le même sourire facile. Prenant une profonde et régulière inspiration, je suis sortie de la voiture et j'ai marché vers elle. « Chloé ?» ai-je appelé. Ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. La jeune femme s'est retournée. Surprise. Son sourire s'effaçant en voyant le visage sérieux d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. « Oui. On se connaît ?» Je sentis les regards curieux des passants. « Je m'appelle Élise Dubois. » dis-je. Ma voix égale. Je sais que cela va vous paraître étrange, mais j'ai vraiment besoin de vous parler.
C'est à propos de Marc Fournier. Son nom flotta dans l'air entre nous. L'expression de Chloé a changé instantanément. La surprise a fait place à une méfiance défensive. Marc? Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Qui êtes-vous? Sa posture était celle de quelqu'un qui se prépare à un combat. Je suis sa femme. Dis-je. Les mots sont sortis plats. Dénués d'émotion. J'ai vu le choc dans ses yeux, rapidement suivi d'une étincelle de dérision. Son ex-femme. Vous voulez dire? Me corrigea-t-elle. Écoutez. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais Marc m'a expliqué toute la situation. Je suis vraiment désolée pour vous. Problème. Mais ce que nous avons, lui et moi, c'est autre chose. Ces mots, la répétition des mensonges de Marc, m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Des problèmes? Quel problème? Ai-je demandé? Ma voix tranchant l'air. Chloé hésita. Visiblement mal à l'aise. Écoutez. Je ne veux pas être indélicate. Vos problèmes de santé. Votre dépression. Il m'a dit que votre mariage était fini depuis longtemps. Que vous ne viviez même plus vraiment ensemble. Il a dit qu'il vous soutenait juste à cause de ça. Et l'entreprise. C'est là. Sur ce trottoir animé. Sous le dur soleil de l'après-midi. Que le château de cartes de Marc Fournier a commencé à vaciller. J'ai laissé échapper un rire. C'était un son amer. Sans joie. Des problèmes de santé? Vivre séparément? Chloé. J'ai dormi dans le même lit que lui la nuit dernière. Je lui ai fait son café ce matin. Je suis la cofondatrice et la directrice des opérations de l'entreprise pour laquelle il travaille. Je suis en parfaite santé. La seule maladie dans cette histoire? C'est son besoin pathologique de mentir. La conviction dans ma voix. L'absence totale de drame. La clarté froide et dure de mes déclarations, tout cela ébranlait la façade confiante de Chloé. La jeune femme m'a regardé de haut en bas. Comme si elle me voyait pour la première fois. Elle a vu une femme élégante et puissante qui ne ressemblait en rien à la figure fragile et malade que Marc avait dépeinte. Le doute a commencé à fleurir dans ses yeux. Ce n'est pas possible. Balbutia-t-elle. Il ne me mentirait pas comme ça. Il ne mentirait pas? Ai-je répété. Ma voix teintée d'une ironie douloureuse. Il me ment tous les jours. Il ment sur où il va. Avec qui il est. Ce qu'il fait. Pourquoi seriez-vous l'exception? Il vous a dit que j'étais un cas social pathétique pour que vous vous sentiez comme sa sauveuse. Il m'a dit qu'il allait à la salle de sport pour évacuer le stress alors qu'en réalité, il y allait pour vous rencontrer. Mes mains étaient stables alors que j'ouvrais mon sac et sortais mon téléphone. Je n'ai pas eu besoin de lui montrer les SMS. J'ai juste ouvert ma galerie de photos. La première était un selfie de Marc et moi. Pris le week-end dernier lors d'un brunch en famille. Nous deux souriant. Son bras nonchalamment passé autour de mes épaules. La seconde était une photo de l'intérieur de notre appartement, notre grand lit. Parfaitement fait. Le décor qui était un mélange de nos deux goûts. C'est notre maison. Où il a dormi la nuit dernière. J'ai balayé vers la photo suivante. Celle de notre mariage. Et ça? Dis-je doucement. C'était la promesse qu'il a rompue. Avec moi. Et apparemment. Avec vous aussi. Chloé fixait les photos. Son visage pâlissant à chaque image. La vérité la frappait par vagues. Noyant la fantaisie romantique qu'elle vivait. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Les appels auxquels il ne répondait jamais quand il était censé être à la maison. Les week-ends qu'il ne pouvait jamais passer entièrement avec elle. Les excuses vagues.
Tout prenait un sens écœurant maintenant. Elle n'était pas l'héroïne. Elle était juste l'autre femme. L'idiote. Des larmes ont monté à ses yeux. Des larmes d'humiliation et de colère. Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si stupide. Il m'avait juré. Il m'avait juré qu'il allait divorcer. Que ce n'était qu'une question de temps. Il m'a fait croire que j'étais son avenir. À cet instant, quelque chose a changé dans la dynamique entre nous. La rivalité. La méfiance. Tout s'est dissipé. Remplacé par une sombre compréhension mutuelle. Nous étions toutes les deux victimes du même homme. Du même ego manipulateur. J'ai regardé la jeune femme pleurer devant moi et je n'ai ressenti aucun triomphe. J'ai ressenti une surprenante pointe d'empathie. Vous n'avez pas été stupide? Chloé. Dis-je. Ma voix s'adoucissant légèrement. Vous avez été trompée. C'est un professionnel. Il ment comme il respire. Ce n'est pas votre faute. C'est la sienne. Elle a levé les yeux. Son visage strié de mascara. Alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question n'était pas un appel à l'aide. C'était un appel à l'action. Notre douleur partagée avait forgé une alliance improbable. C'est alors que j'ai réalisé que le jeu avait changé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je n'étais plus seule dans ma quête de justice. Maintenant? Dis-je. Ma voix gagnant une nouvelle force. Une nouvelle détermination. Nous allons lui montrer ce qui arrive quand deux femmes qu'il a sous-estimées décident d'écrire la fin elles-mêmes. Il aime le théâtre. N'est-ce pas? Eh bien, nous allons lui offrir un spectacle qu'il n'oubliera jamais. Chloé. Se sentant utilisée et trahie dans ses émotions les plus sincères, a essuyé ses larmes. La tristesse dans ses yeux a été remplacée par une flamme vacillante d'indignation. Elle a hoché la tête. Un pacte silencieux se formant entre nous. Le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit. Non plus comme un simple acte de vengeance, mais comme une production élaborée. Un acte final où les masques tomberaient. Et le metteur en scène de la farce serait forcé d'affronter son public sans scénario. Sans issue. Sous les lumières dures et impitoyables de la vérité qu'il avait tant essayé de cacher. Le pacte scellé sur ce trottoir n'a pas été cimenté par des mots, mais par un regard partagé de sombre compréhension. Deux femmes de monde et de générations différents, unies par la même tromperie, la même manipulation. La tristesse brute et viscérale de Chloé s'est rapidement transformée en une colère froide, reflétant ma propre transformation. Nous n'étions plus des rivales se tournant autour avec méfiance. Nous étions des alliés dans une guerre que nous n'avions pas choisie mais que nous étions maintenant déterminés à gagner. Notre réunion suivante a eu lieu dans un café calme et discret. Dans un quartier que ni l'une ni l'autre ne fréquentait. Là, l'histoire complète et laide a été mise sur la table entre nous. Avec un calme chirurgical, j'ai détaillé mes 15 ans de mariage, notre partenariat commercial, la toile de petits mensonges qui avait abouti à cette grande farce. Chloé, à son tour, a raconté sa version. Elle a parlé de l'homme charmant et attentionné qu'elle avait rencontré à la salle de sport. Celui qui l'avait poursuivi sans relâche. Lui donnant l'impression d'être la personne la plus spéciale au monde. Elle a raconté comment il avait tissé un récit d'héroïsme autour de lui. La présentant comme la lumière au bout de son tunnel. La sauveuse d'un homme bon piégé dans un mariage raté avec une femme malade et difficile. Chaque détail partagé était un clou de plus dans le cercueil du personnage de Marc. Il n'était pas seulement un adultère. Il était un architecte de réalités alternatives. Un prédateur émotionnel qui se nourrissait de la bonne foi des autres. Il m'a dit que vous aviez une maladie dégénérative rare. A avoué Chloé. Sa voix basse de honte.
Il a dit que c'était pour ça qu'il ne pouvait pas simplement partir. Qu'il devait s'assurer que vous étiez prise en charge. Que vous aviez tout le soutien dont vous aviez besoin. Il a utilisé votre prétendue fragilité pour que je l'admire encore plus. Quel genre de monstre fait ça? J'ai écouté chaque mot. Une nouvelle couche de glace se formant autour de mon cœur. Son audace était sans limite. Il n'avait pas seulement trompé. Il avait utilisé une maladie imaginaire comme alibi. Instrumentalisant la compassion d'une autre femme comme un outil pour son propre plaisir égoïste. Ce n'était pas un faux pas. Une erreur commise dans un moment de faiblesse. C'était de la cruauté calculée. Le genre de monstre qui se croit plus intelligent que tout le monde. Ai-je répondu? Ma voix vide de toute émotion. Le genre qui sous-estime les femmes avec lesquelles il s'engage. Et c'est exactement là qu'il va chuter. Le plan n'a pas été conçu dans un accès de rage. Il a été construit avec la précision d'un projet d'ingénierie. C'était du théâtre. Comme je l'avais prédit. Mais maintenant il y avait 2 actrices principales et un scénario sans faille. Chloé. Malgré sa douleur, s'est avérée être une partenaire redoutable. Son chagrin d'amour s'était converti en un désir brûlant de le démasquer. D'arracher le personnage de l'homme qui s'était moqué d'elle. La première phase du plan a été la plus difficile pour nous deux, maintenir la normalité. J'ai continué mon rôle d'épouse dévouée. Bien qu'un peu distante. Chaque sourire que j'offrais à Marc, chaque geste d'affection, exigeait un effort herculéen. J'écoutais ses excuses pour ses nuits tardives, ses histoires sur le stress du travail, et je hochais simplement la tête, un sourire vague et placide sur les lèvres. À l'intérieur, je cataloguais chaque mensonge, chaque contradiction, comme un procureur préparant son réquisitoire final. Pour Chloé, la tâche était encore plus ardue. Elle devait continuer à être la petite amie adoratrice et confiante. Les SMS entre elle et Marc, maintenant surveillés par moi, sont devenus une partie de la performance. Quand est-ce que je peux te revoir? Mon bel homme? Tu me manques terriblement. Tapait elle, en suivant le scénario. Et lui, le poisson, avalait l'appât avec un enthousiasme vorace. Bientôt, mon étoile. Je prépare une soirée spéciale pour nous. Une soirée que tu n'oublieras jamais. Sa promesse, lue par nous deux sur l'écran de mon ordinateur, était empreinte d'une ironie macabre. Ce serait, en effet, une soirée qu'il n'oublierait jamais. La scène de l'acte final a été choisie avec soin. Un restaurant italien haut de gamme récemment ouvert dans le 16e arrondissement. Un endroit branché où il faut être vu. C'était l'endroit exact où Marc voulait emmener Chloé pour l'impressionner. C'était parfait, public. Sophistiqué. Et surtout, un territoire neutre. Chloé, suivant notre plan, a fixé le rendez-vous. Jeudi à 20h? A-t-elle suggéré? Sa voix douce comme le miel au téléphone. Pendant que j'étais assise à côté d'elle, écoutant, mon cœur battant comme un tambour lourd et régulier. Pour célébrer notre premier mois ensemble. Marc a accepté instantanément. Sa voix exultante. Le piège était tendu. Le même soir à la maison, il m'a annoncé avec un air de regret fin, Élise. Terrible nouvelle. Tu sais. Ce groupe d'investisseurs de Londres? Eh bien. Ils sont en ville à l'improviste et ils ont organisé un dîner de dernière minute jeudi. Une affaire de travail. Ennuyeux. Mais inévitable. Je dois y aller. Moi. Qui connaissais déjà ce « dîner d'affaires » dans les moindres détails. J'ai simplement soupiré. Oh. C'est dommage. Chérie.
Mais ce n'est pas grave. Le travail, c'est le travail. Je regarderai des séries. Le soulagement sur son visage était si palpable que j'ai failli avoir pitié de lui. Presque. Il était si sûr de lui dans son monde de mensonges. Si confiant en sa propre intelligence. Qu'il ne voyait pas les murs se refermer sur lui. Jeudi est arrivé. Chargé d'une électricité presque visible. Tout au long de la journée, Chloé et moi avons échangé des SMS, finalisant les derniers détails. Il y avait une énergie nerveuse dans l'air. Le genre d'anticipation anxieuse qui précède la première d'une grande pièce. À 19h, Marc a commencé à se préparer. Il a pris une longue douche. A mis sa meilleure eau de Cologne sel. Cher. Qu'il gardait pour les occasions spéciales et a enfilé une chemise en lin impeccable que je lui avais offerte pour son anniversaire. Il s'est regardé dans le miroir, ajustant ses cheveux. Un sourire d'anticipation avide sur son visage. Il était l'image d'un homme en route pour une conquête. Ne m'attends pas, ma chérie, dit-il en me donnant un rapide baiser sur le front. Ça va probablement finir tard. D'accord. Bon dîner d'affaires? Ai-je répondu? Ma voix stable. Mes yeux rencontrant les siens dans le miroir pendant une brève seconde. Dans ce regard, il y avait un univers de choses non dites. Un avertissement silencieux que lui, dans son arrogance, était totalement incapable de déchiffrer. Au moment où la porte d'entrée s'est refermée, l'atmosphère de notre appartement a changé. La tension a cédé la place à un calme concentré. Je ne me suis pas habillée pour rivaliser. Je me suis habillée pour une victoire. J'ai choisi une robe noire classique, impeccablement taillée, élégante et sobre. Mon maquillage était discret, mais j'ai mis un rouge à lèvres rouge foncé, une déclaration de guerre silencieuse. J'ai ramené mes cheveux en un chignon bas et sévère. Je n'étais pas l'épouse bafouée venue pour une confrontation. J'étais la juge, sur le point de lire le verdict. Je suis arrivée au restaurant avec 15 minutes d'avance. L'endroit était exactement comme je l'avais imaginé, lumière tamisée. Jazz doux. Des couples se murmurant des choses à l'oreille devant des verres de vin. L'hôtesse m'a accueilli avec un sourire professionnel. Une table pour une personne? Pour deux? Ai-je répondu? Ma voix fraîche et égale. Mon ami devrait arriver sous peu. Nous aimerions cette table dans le coin. S'il vous plaît. Celle qui est un peu plus intime. La table était stratégique, offrant une vue claire sur l'entrée et la salle principale, tout en étant partiellement protégée par un pilier et un grand arrangement floral. Je me suis assise. J'ai commandé un verre de cabernet. Et j'ai attendu. Chaque minute qui passait tendait un peu plus la corde de l'attente. À 20h précises, Chloé est entrée. Elle était magnifique. Elle portait une robe bleu roi qui mettait en valeur sa jeunesse et un sourire nerveux que seul moi pouvais identifier. Elle s'est dirigée vers ma table. Et nos regards se sont croisés dans un but commun. Il est en route? A-t-elle murmuré en prenant place. Il vient de m'envoyer un texto pour dire qu'il gare la voiture. Bien? Dis-je en prenant une gorgée de vin. Souviens-toi. Chloé. Pas de cris. Pas de larmes. Notre pouvoir réside dans notre calme. Nous avons le contrôle. Elle a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. Et puis, il est entré. Marc Fournier a traversé l'entrée du restaurant comme une star de cinéma. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Sa chemise en lin impeccable. Un sourire confiant sur les lèvres. Dans sa main, il tenait un petit bouquet parfait de roses rouges. Ses yeux ont balayé la salle, cherchant Chloé. Quand il l'a repérée, son sourire s'est élargi.
Il a commencé à marcher vers notre table. Sa démarche élastique. La démarche d'un homme qui se sent le roi du monde. Complètement inconscient de la deuxième silhouette assise dans l'ombre. Il n'était qu'à quelques mètres de la table. Le bouquet tendu. Le nom, Chloé, se formant presque sur ses lèvres. Quand ses yeux se sont finalement adaptés à la lumière tamisée. Et il m'a vu. Le sourire s'est figé sur son visage. La couleur a quitté ses joues, laissant derrière elle un masque pâle de choc et d'incrédulité. Le bouquet de roses a glissé de sa main paralysée et est tombé sur le sol avec un bruit sourd. Les pétales s'éparpillant sur le tapis sombre comme des gouttes de sang. Le temps a semblé s'arrêter. Le murmure du restaurant. La musique douce. Tout s'est estompé. Il n'y avait que notre triangle figé. Pris dans un seul et dévastateur moment de pure révélation. Le silence qui s'est abattu sur notre table était plus lourd et plus suffocant que n'importe quel son. Le visage de Marc était une toile blanche sur laquelle la panique peignait un chef-d'œuvre de pure terreur. Ses yeux écarquillés passaient de moi à Chloé. Puis de nouveau à moi. Comme un animal acculé pris entre deux pièges. Son esprit, habituellement si prompt à tisser des mensonges complexes, semblait avoir court-circuité. La réalité s'était fracturée. Et ses deux moitiés étaient assises devant lui. Le regardant avec un calme terrifiant et unifié. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Produisant un son pathétique et inaudible. Il était comme un poisson hors de l'eau. Cherchant une explication qui n'existait pas. Élise. Chloé. Qu'est-ce que c'est? A-t-il finalement réussi à balbutier? Je peux tout expliquer. Le cliché universel du coupable. La phrase est sortie comme un faible filet de son. Perdu dans l'atmosphère glaciale qu'il avait lui-même créée. Mais le scénario de cette soirée ne lui appartenait plus. Ce fut Chloé. La jeune femme qu'il avait façonnée en une poupée crédule. Qui brisa la première le silence. Sa voix, autrefois douce d'admiration, était maintenant aussi tranchante qu'un éclat de verre. Non. Marc. Tu n'as rien à expliquer. Elle se pencha en avant. Ses yeux fixés sur les siens. Sans une seule larme. Seulement un mépris glacial. Expliquer quoi? Que ta femme n'a pas une maladie en phase terminale? Que vous n'êtes pas réellement séparés? Que tu m'as menti chaque jour depuis notre rencontre? Que tu t'es servi de moi? De mes sentiments? Juste pour te sentir jeune et puissant à nouveau? Non. Marc. Il n'y a rien à expliquer. Chaque question était un coup verbal précis. Démolissant méthodiquement la façade de l'homme honorable qu'il avait tant travaillé à construire. Les autres clients du restaurant commençaient à le remarquer. Les chuchotements se sont tus. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Notre drame privé était devenu un spectacle public. Marc, désespéré, a tourné son regard vers moi. Ses yeux imploraient une sorte de pitié, espérant peut-être même l'explosion de colère qu'il savait gérer. Celle qu'il pourrait utiliser à son avantage. Mais ce qu'il a trouvé était bien pire. Il a trouvé mon calme. Je le regardais non pas avec la rage d'une épouse trahie, mais avec l'évaluation détachée d'une juge sur le point de rendre une sentence. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Ma présence, ma dignité intacte, était l'acte d'accusation le plus accablant de tous. Tu as transformé notre vie. Marc, dis-je. Ma voix claire et tranchante. Chaque syllabe portant le poids d'une pierre. Notre mariage. Notre entreprise. Tu as tout transformé en une pièce de théâtre bon marché pour nourrir ton ego fragile. Tu as fait de moi un personnage malade et faible dans ta petite histoire. Eh bien, voici ton acte final. Le projecteur est sur toi. Et la pièce est terminée.
J'ai fait un geste subtil de la main. Englobant le restaurant silencieux. Les spectateurs choqués. Les deux femmes assises devant lui. C'est terminé. La finalité de ces deux mots était absolue. Il n'y avait pas de place pour la négociation. Les excuses. Les promesses vides. Sous le regard curieux de dizaines d'inconnus. Chloé et moi nous sommes levés de nos chaises dans un seul mouvement synchronisé. J'ai lissé ma robe noire. Une figure de sang-froid et de maîtrise de soi. Chloé, debout à côté de moi, semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Mais dans sa posture, il y avait une force nouvelle et inébranlable. Nous n'avons rien dit de plus. Nous lui avons simplement tourné le dos et avons commencé à marcher vers la sortie. Marc est resté derrière. Une statue d'humiliation publique au milieu de la salle à manger. Les roses tombées gisaient à ses pieds. Leur parfum se mêlant à l'eau de Cologne chère qu'il portait. Son sourire confiant était figé en une grimace de pure panique. Il était totalement seul. Abandonné par les deux femmes qu'il avait trompées. Sa médiocrité exposée à la vue de tous. Les murmures dans le restaurant ont lentement repris. Maintenant entièrement dirigés vers lui. L'homme laissé debout dans les décombres de sa propre fabrication. En sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un grand poids que je n'avais même pas pleinement conscience de porteur avait été soulevé. Je ne me sentais pas triomphante. Pas de manière festive. Je me sentais propre. Je ne m'étais pas abaissée à son niveau. Je n'avais pas crié, ni jeté un verre, ni fait de scène. J'avais simplement tenu un miroir et l'avais forcé à regarder son propre reflet. Chloé a marché silencieusement à mes côtés pendant un pâté de maison. Les bruits de la ville remplissant l'espace entre nous. Puis, elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. Merci. Élise, dit-elle. Sa voix calme mais ferme. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous. Mais vous n'étiez pas obligé de m'inclure. Vous auriez pu simplement gérer ça. Il a fait de nous deux des personnages dans son histoire? Chloé. Ai-je répondu? En croisant son regard. Il était juste que nous écrivions la fin ensemble. Il comptait sur le fait que nous serions ennemis. Il n'a jamais imaginé que nous serions alliés. Un petit sourire triste a touché ses lèvres. Il ne connaît vraiment rien aux femmes. N'est-ce pas? Non. Dis-je. Il ne connaît rien. Nous sommes restés là un instant de plus. Un duo improbable forgé dans les feux d'une trahison partagée. Puis, avec un simple hochement de tête de respect mutuel, nous avons suivi nos chemins séparés dans la nuit parisienne. Je n'ai pas quitté ce restaurant en femme vaincue. Je ne suis pas partie en tant qu'épouse trompée qui a fait une scène. Je suis partie libre. Et à côté de moi avait marché une autre femme qui, cette même nuit, avait également trouvé sa propre libération. Le trajet de retour fut différent cette fois. J'étais consciente de tout. Les lumières de la ville. La musique jouant doucement à la radio. Le rythme régulier de ma propre respiration. Quand je suis entrée dans notre appartement, le silence ne me semblait plus creux. Il me semblait paisible. Il me semblait mien. Je suis allée dans notre chambre. La pièce où il avait dormi à côté de moi et menti. Et j'ai ouvert le placard. Son côté était net et ordonné. Le reflet de l'image méticuleuse qu'il projetait au monde. J'ai sorti de grandes valises et j'ai commencé à faire ses affaires. Les nouvelles tenues de sport. Les chemises chères. Les produits de soins qu'il avait récemment achetés. J'ai plié chaque article avec un étrange sentiment de détachement. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste fini. J'ai tout emballé. Je n'ai rien laissé de lui. Sauf la photo de mariage sur la cheminée.
Je l'ai laissée là pour qu'il la trouve. Un dernier rappel de ce qu'il avait si négligemment jeté. J'ai placé les valises proprement près de la porte d'entrée. Puis je me suis versé un verre de vin, le bon vin que nous gardions pour une occasion spéciale, et je me suis assise sur le canapé. Je l'attendais. Pas pour une dispute. Pas pour une autre série de mensonges. J'attendais pour livrer l'épilogue. 1 heure plus tard, la clé a tourné dans la serrure. Marc est entré. Le visage pâle et défait. Il ressemblait à un soldat revenant d'une bataille perdue. Il a d'abord vu les valises. Ses épaules se sont affaissées de défaite. Il m'a finalement regardé. Les yeux remplis d'un espoir désespéré et pathétique. Élise, a-t-il commencé? Sa voix se brisant. J'ai levé une main, le réduisant au silence. Il n'y a plus rien à dire? Marc, tes affaires sont faites. J'ai déjà viré une somme d'argent sur ton compte personnel pour couvrir un hôtel pour les prochaines semaines. Mon avocate contactera la tienne lundi pour entamer les procédures. À la fois pour le divorce et pour la dissolution de notre partenariat commercial. Élise. S'il te plaît. A-t-il supplié en faisant un pas vers moi. Ne fais pas ça. C'était une erreur. Une erreur stupide et insignifiante. Ça ne voulait rien dire. Je t'aime. Les mots, qui autrefois auraient signifié le monde pour moi, sonnaient maintenant creux et répétés. Non. Marc, dis-je. Ma voix aussi calme et stable qu'un lac gelé. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Tu as fait des centaines de choix. Chaque mensonge que tu m'as dit. Chaque mensonge que tu lui as dit. Était un choix. Et me dépeindre comme une femme malade et dépendante pour gagner sa sympathie? Ce n'était pas une erreur. C'était monstrueux. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi. La stabilité que j'apporte. L'entreprise que j'ai bâtie. Tu n'as plus le droit d'avoir ça. Il est resté là. Brisé et sans voix. L'homme charmant et confiant que j'avais épousé avait disparu. Remplacé par cette coquille vide. J'ai ressenti une lueur de pitié. Mais elle a été rapidement éteinte par le souvenir de sa trahison. Tu devrais partir? Dis-je doucement. Il y a une vie que tu t'es construite. Va la vivre. Sans un autre mot. Il a ramassé ses valises. Leur poids semblant l'écraser. Il ne m'a pas regardé en ouvrant la porte et en sortant de ma vie. Le clic de la serrure derrière lui fut le plus beau son que j'ai jamais entendu. C'était le son de mon avenir qui commençait. Le départ de Marc ne fut pas une tempête soudaine et violente. C'était le calme étrange et silencieux qui la suit. Le silence dans l'appartement n'était plus une arme contre moi. C'était un espace que je pouvais enfin remplir de mes propres pensées. De mon propre souffle. Pendant les premiers jours, je me déplaçais dans les pièces comme une archéologue explorant une ruine nouvellement découverte. Je voyais le fantôme de notre vie partout, l'empreinte de son corps sur son côté du lit. La tasse de café qu'il utilisait toujours encore sur l'égouttoir. La légère odeur de son eau de Cologne qui persistait dans le placard. Mais ces fantômes ne me hantaient pas. Ils n'étaient que des artefacts d'une civilisation passée. Une qui s'était effondrée sous le poids de ses propres mensonges. Les appels et les SMS ont commencé le 2e jour. Au début, c'était un barrage frénétique. Des dizaines d'appels manqués. Un flot de messages qui oscillait sauvagement entre des excuses désespérées et des accusations furieuses. Élise. S'il te plaît. Il faut qu'on parle. C'est toute notre vie qu'on jette par la fenêtre. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. On a construit ça ensemble. J'ai été un idiot. Je le sais maintenant. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. J'arrêterai la salle de sport. Laisse-moi juste rentrer à la maison.
Comment as-tu pu faire équipe avec elle? C'est malsain. Élise. Tu as toujours été si froide. Je les ai tous lus avec un détachement clinique. Comme une scientifique étudiant le comportement erratique d'un spécimen au microscope. Ces mots avaient perdu leur pouvoir sur moi. Ils n'étaient que du bruit. Les derniers soupirs désespérés d'un homme qui avait perdu le contrôle du récit. Je n'ai jamais répondu. Mon silence était un mur qu'il ne pouvait pas franchir. Sarah, mon roc, a été mon premier et unique appel. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Du restaurant aux valises faites. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil avant qu'elle ne parle. Bon sang. Élise, dit-elle. Et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je suis avocate spécialisée en divorce. Et même moi. Je suis impressionnée. Pas de cris. Pas de drame. Juste une amputation froide et nette. Je suis fière de toi. Je voulais juste que ce soit fini. Ai-je avoué? L'épuisement s'infiltrant enfin dans ma voix. C'est le début. Pas la fin. Me corrigea-t-elle doucement. Maintenant? Le vrai travail commence. Le divorce est une chose. Démêler l'entreprise en est une autre. Il ne va pas te faciliter la tâche. Elle avait raison. Dès que Marc a réalisé que ses supplications tombaient dans l'oreille d'une sourde, sa stratégie a changé. Il a pris un avocat. Et les premières lettres qui sont arrivées n'étaient pas conciliantes. Elles étaient agressives. Il soutenait qu'en tant que principal apporteur d'affaires, celui qui charmait les clients, il avait droit à une participation majoritaire. Il prétendait que mon rôle opérationnel était secondaire, facilement remplaçable. C'était une déclaration de guerre? Une tentative de diminuer ma contribution? D'effacer à nouveau ma moitié de notre histoire commune. C'était le champ de bataille où j'étais la plus forte. Il m'avait sous-estimé dans notre mariage. Et maintenant il me sous-estimait dans nos affaires. La douleur de la trahison personnelle avait été aiguë et profonde. Mais cette attaque professionnelle a allumé en moi un autre type de feu, une fureur froide et concentrée. Dubois et Fournier événementiel n'était pas seulement une entreprise pour moi. C'était la manifestation physique d'une décennie et demie de ma vie. De mes nuits blanches. De ma réflexion stratégique. De ma quête incessante de la perfection. Il ne me la prendrait pas. J'ai rencontré Sarah et mon avocat d'affaires. Exposant chaque document. Chaque email. Chaque contrat qui prouvait mon rôle intégral. J'avais été l'architecte de notre succès. Concevant les systèmes mêmes qui permettaient à son charme de s'épanouir. J'avais négocié les contrats qu'il ramenait. Géré les équipes qui les exécutaient. Et sauvé les projets que sa négligence avait failli faire dérailler. J'avais les preuves. Au propre comme au figuré. La lutte pour l'entreprise est devenue mon objectif. Ma raison d'être. Elle a consumé mes jours et mes nuits. Laissant peu de place au deuil. Le travail était mon sanctuaire. Le seul endroit où la logique et la compétence régnaient en maître. Pendant qu'il essayait de le démolir, je renforçais ses fondations. J'ai rencontré nos clients clés. Les rassurant sur la stabilité de l'entreprise. J'ai rallié nos employés, qui savaient depuis longtemps qui était le véritable leader opérationnel. J'ai travaillé avec une efficacité et une énergie qui m'ont surprise moi-même. Je n'étais plus seulement la directrice des opérations. J'étais la seule commandante tenant la ligne. Un soir, environ 3 semaines après son départ, je travaillais tard à mon bureau. Les lumières de la ville scintillant en dessous comme une constellation tombée. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Salut Élise. C'est Chloé. J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais juste savoir comment tu allais. J'ai fixé le message un long moment.
Je n'avais pas beaucoup pensé à elle depuis cette nuit-là. Elle était une victime collatérale dans une guerre qui n'était pas la sienne. Et je ressentais un étrange sentiment de responsabilité pour les retombées dans sa vie. Je vais bien. Ai-je tapé en retour? Occupé. Je travaille. Et toi? Sa réponse fut instantanée. Ça a été compliqué. J'ai rompu avec lui. Évidemment. Le lendemain. Il ne l'a pas bien pris. M'a traité de petite sotte naïve pour t'avoir cru. Un second message a suivi. Il avait raison sur une chose. J'étais naïve. J'ai ressenti une pointe de sympathie. C'est un manipulateur professionnel. Chloé. Il savait exactement sur quel bouton appuyer. Ce n'est pas un reflet de toi. Peut-être. A-t-elle écrit. J'essaie de le voir comme ça. Bref. La raison pour laquelle je t'écris. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider. Pour le côté business. Mon intérêt a été piqué. Que veux-tu dire? Il parlait beaucoup. Se vantait. En fait. De contrats. De clients. Parfois. Il me montrait des emails sur son téléphone pour m'impressionner. Je me souviens d'une conversation en particulier. À propos d'un nouvel investisseur potentiel. Une grande entreprise de la tech. Il disait qu'il gérait tout lui-même. Que c'était trop haut niveau pour ton côté de l'entreprise. Il prévoyait de détourner l'investissement vers une nouvelle entité distincte qu'il contrôlerait. Il disait que c'était son plan de secours. L'air dans mon bureau est soudain devenu froid. Un plan de secours. Un accord secret qu'il manigançait dans mon dos. Avec l'intention de siphonner un atout majeur avant de dissoudre notre partenariat. C'était plus que de la tromperie. C'était un sabotage d'entreprise calculé. C'était du vol. Tu te souviens du nom de l'entreprise ou de l'investisseur? Ai-je demandé? Mes doigts volant sur l'écran. Je crois. A-t-elle répondu. Laisse-moi vérifier mes notes. J'ai écrit quelques trucs après notre rencontre. J'avais le sentiment qu'il pourrait être important. Quelques minutes plus tard, elle m'a envoyé un nom, Aperture Dynamics. Et le contact était un certain Julien Croft. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Julien Croft. Nous étions en pourparlers avec Aperture depuis des mois. Mais Marc m'avait dit qu'ils avaient pris peur. Que l'affaire était morte. Il avait menti. Séquestrant notre plus gros client potentiel pour sa propre stratégie de sortie égoïste. C'était la trahison ultime. Non seulement de moi en tant qu'épouse, mais de moi en tant que partenaire. Il était prêt à réduire notre empire en cendres. Juste pour pouvoir régner sur les décombres. Chloé. Ai-je tapé? Mon esprit s'emballant. C'est plus utile que tu ne peux l'imaginer. Merci. Il mérite tout ce qui lui arrive. A-t-elle écrit en retour. Nous le méritons toutes les deux. J'ai posé mon téléphone. Une nouvelle et glaçante clarté m'envahissant. La bataille ne consistait pas seulement à diviser ce que nous avions construit. Il s'agissait de l'empêcher de voler ce qu'il n'avait pas. Cette information était l'arme dont j'avais besoin. C'était la clé non seulement pour gagner la guerre, mais pour s'assurer qu'il repartirait avec rien d'autre que la terre brûlée qu'il avait tenté de créer. L'image de moi-même d'il y a quelques semaines, la femme figée sur un trottoir, regardant son mari partager un bol d'açaï avec une inconnue, semblait appartenir à une autre vie. Cette femme était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus froid, et d'infiniment plus résolu. Marc avait essayé de me faire jouer le rôle d'un personnage faible et fragile dans son drame sordide. Il était sur le point de découvrir qu'il avait créé une méchante à la place. Et elle venait réclamer tout ce qu'il lui devait. Le SMS de Chloé n'était pas seulement une information. C'était une allumette craquée.
Et j'étais prête à l'utiliser pour réduire en cendres toute la stratégie de Mark. Le lendemain matin, je ne suis pas simplement entrée dans le bureau de mon avocate. J'ai marché d'un pas décidé, armée d'un nouveau sens du devoir inébranlable. Le deuil et l'humiliation s'étaient finalement calcifiés en quelque chose de bien plus utile, une résolution froide et dure. Il construisait un canot de sauvetage tout en prévoyant de couler le navire. Ai-je dit à Sarah, exposant les détails d'Aperture Dynamics et de Julien Croft. Il sabotait activement la plus grande opportunité de notre entreprise pour son gain personnel. L'expression de Sarah, habituellement un masque de neutralité professionnelle, s'est durcie. Cela change tout. Élise, dit-elle. Sa voix basse et sérieuse. Ce n'est plus seulement un divorce contentieux. C'est de la malversation d'entreprise. C'est une violation de son devoir fiduciaire en tant que partenaire. Nous ne sommes plus sur la défensive. Nous passons à l'attaque. La bataille juridique qui a suivi a été brutale et rapide. Mon équipe juridique a déposé une injonction d'urgence, armée des informations de Chloé et étayée par une analyse approfondie des emails et des finances de l'entreprise qui a mis au jour les communications clandestines de Mark avec Aperture. Nous avons exposé son plan de secours dans les moindres détails dans un dossier judiciaire. C'était un compte-rendu méticuleusement documenté de sa duplicité, prouvant qu'il m'avait délibérément menti sur l'état de l'affaire tout en négociant secrètement des conditions à son propre bénéfice. Les retombées ont été immédiates. Confronté à des preuves irréfutables de sa duplicité, la position agressive de Mark s'est effondrée. Ses avocats, réalisant qu'il défendait une position perdante, sont rapidement passés de l'offensive au contrôle des dommages. Le charmant et confiant apporteur d'affaires s'est révélé n'être rien de plus qu'un voleur ordinaire habillé d'un costume sur mesure. Il a tenté de me joindre une dernière fois. Un seul message vocal désespéré laissé au milieu de la nuit. Sa voix n'était plus en colère ni suppliante. Elle était creuse. Vaincue. Élise. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'ai été dépassée. J'étais. Je ne sais pas. Je voulais juste quelque chose qui soit à moi. Tu as toujours été si doué pour tout. Je voulais juste avoir l'impression de contrôler quelque chose. J'ai effacé le message sans la moindre émotion. Sa tentative pathétique de justification, son insécurité profondément ancrée n'était plus mon problème à gérer ou à apaiser. Pendant 15 ans, je m'étais inconsciemment effacé dans certains domaines pour laisser son ego respirer. J'avais minimisé mes victoires stratégiques, lui en attribuant le mérite en public. Je l'avais soutenu, croyant que c'était le fondement d'un partenariat solide. Maintenant, je voyais ce que c'était, je n'avais pas soutenu un partenaire. J'avais couvé un enfant. Son désir d'avoir quelque chose à lui n'était qu'un euphémisme pour vouloir gagner sans avoir à faire le travail. L'accord était loin du partage à 50-50e qu'il avait initialement rejeté comme insuffisant. Face à la menace d'un procès long et très public pour ses activités frauduleuses, il a été contraint d'accepter une offre de rachat qui était brutalement, magnifiquement juste. Je garderai l'entreprise, notre entreprise, qui serait désormais uniquement mon entreprise. Il repartirait avec un règlement en espèces qui était une fraction de ce qu'il avait exigé. Son nom définitivement effacé de la porte. Il était excisé, chirurgicalement retiré de la vie et de l'entreprise dans lesquelles j'avais mis mon âme. Le jour où les papiers ont été signés était gris et couvert. Le ciel de Paris de la couleur de l'ardoise. Je n'ai pas ressenti une vague de victoire. J'ai juste ressenti un sentiment calme et profond de finalité. Je suis sorti du bureau de l'avocat, laissant l'homme avec qui j'avais passé la moitié de ma vie derrière moi pour de bon. Et j'ai conduit non pas à la maison, mais le long de la Seine. Je me suis tenu sur les quais, le vent fouettant mes cheveux sur mon visage, et j'ai regardé l'eau grise et agitée. L'eau était agitée et puissante.
Une force de la nature en mouvement constant. En changement constant. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti mon propre avenir s'étendre devant moi. Aussi vaste et indéfini que cet horizon. L'entreprise était maintenant à moi. Rebaptisée simplement « Vence Événements ». Le nom semblait juste. C'était propre, direct, et entièrement à moi. Les premiers mois à la diriger seule furent un tourbillon. J'ai travaillé plus dur que jamais, poussé par le besoin de prouver principalement à moi-même que je pouvais non seulement survivre sans lui, mais prospérer. J'ai recontacté Julien Croft chez Aperture Dynamics. Je me suis excusé pour les malentendus internes. Et, avec une nouvelle proposition transparente, j'ai conclu le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. C'était une victoire au goût sucré. Non pas parce que c'était un coup final porté à Marc, mais parce que c'était un témoignage de ma propre compétence et de ma résilience. Un vendredi soir, après une semaine particulièrement éprouvante mais réussie, je rangeais ma mallette quand un texto est arrivé. C'était de Chloé. Salut. Je sais que ça fait un moment. J'ai vu les nouvelles sur le changement de nom de ton entreprise et le contrat avec Aperture. Félicitations. Élise. Tu le mérites. J'ai souri. Un sourire authentique et non forcé. Merci. Chloé. En fait, je te dois une grande partie de ça. Je peux t'offrir un verre pour fêter ça? Sa réponse fut rapide. Avec plaisir. Nous nous sommes retrouvés dans un bar à cocktail calme et élégant de Saint-Germain-des-Prés. Un endroit avec du bois sombre et une lumière douce. C'était à des années-lumière du café à açaï branché où mon monde avait commencé à s'effilocher. Chloé avait l'air différente. Elle semblait plus âgée. Plus posée. La naïveté juvénile dans ses yeux avait été remplacée par une sagesse tranquille. Nous n'étions plus deux femmes définies par l'homme qui nous avait fait du tort. Nous étions juste deux femmes. Partageant un verre. Comment vas-tu? Ai-je demandé. Après que nous ayons commandé. Bien? Dit-elle. Et je l'ai cru. J'ai démissionné de mon poste à l'agence. J'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ. Je fais du marketing en freelance maintenant. Et ça marche étonnamment bien. Il s'avère qu'être trompé sans pitié est une excellente motivation pour devenir son propre patron. J'ai ri. Un rire vrai et facile. Je peux comprendre ça. Nous avons parlé pendant des heures. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Marc. Il était le catalyseur qui nous avait réunis. Mais il n'était plus le sujet. Nous avons parlé de nos carrières, de nos ambitions, de nos espoirs pour l'avenir. J'ai vu en elle une jeune femme brillante et ambitieuse qui avait appris une dure leçon bien trop tôt. Elle a vu en moi, je pense, une femme qui avait traversé le feu et en était sortie de l'autre côté. Pas indemne, mais plus forte. Alors que la soirée touchait à sa fin, elle m'a regardé de l'autre côté de la table. Son expression pensive. Tu sais, dit-elle. Pendant longtemps après tout ce qui s'est passé, j'étais tellement en colère. Contre lui. Mais aussi contre moi-même d'avoir été si stupide. Mais assise ici avec toi ce soir. Je ne ressens plus ça. C'était une expérience horrible. Mais elle m'a menée ici. Elle m'a forcé à grandir vite. La douleur est un professeur puissant. Ai-je convenu? En faisant tourner le dernier fond de vin dans mon verre. C'est vrai? Dit-elle. Et tu sais ce que j'ai réalisé d'autre? Il a essayé de faire de nous des rivales. Il a créé une histoire où l'une de nous devait perdre pour que l'autre gagne. Mais il avait tort. Nous avons toutes les deux gagné. J'ai regardé cette jeune femme qui aurait pu si facilement être mon ennemie. Et j'ai ressenti un profond sentiment de paix.
Elle avait raison. Dans sa toile de mensonges, Marc avait prévu que nous nous détruirions l'une l'autre. Il avait sous-estimé le pouvoir de la vérité partagée. Il n'avait jamais imaginé que les deux femmes qu'il avait tenté de monter l'une contre l'autre finiraient par trouver la solidarité. Et ce faisant, se trouveraient elles-mêmes. Nous sommes sortis du bar dans l'air vif de l'automne. Les lumières de la ville semblaient plus brillantes. La nuit pleine de promesses. Nous nous sommes dit au revoir, en promettant de rester en contact, et en la regardant s'éloigner. J'ai su que notre lien étrange et improbable était le témoignage de quelque chose de puissant. C'était la preuve que parfois, la fin d'une histoire n'est que le début d'une meilleure. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais impatiente de découvrir ce que le prochain chapitre me réserverait. Les mois qui ont suivi furent une reconstruction silencieuse. Je ne reconstruisais pas seulement une entreprise. Je reconstruisais une vie. Planche par planche. Clou par clou. L'appartement. Autrefois un espace partagé résonnant des fantômes d'un mariage de 15 ans. A commencé à me sembler mien. J'ai réarrangé les meubles. Peint les murs d'un bleu apaisant. Et remplacé notre photo de mariage sur la cheminée par une œuvre d'art abstraite saisissante que j'avais achetée sur un coup de tête. La maison a commencé à refléter la femme que je devenais, indépendante, concentrée, et sans peur des espaces vides. Mon travail était mon encre. Vance événement a prospéré sous ma seule direction. Libérée de la nécessité de gérer l'ego de Marc ou de nettoyer ses désordres logistiques, j'étais plus créative, plus audacieuse. Nous avons entrepris des projets plus ambitieux, plus innovants. Mon équipe, sentant le changement, a répondu avec un nouveau niveau d'énergie et de dévouement. Il y avait une légèreté dans le bureau, une efficacité qui n'existait pas auparavant. Nous étions une machine bien huilée, et j'étais fermement, avec confiance, aux commandes. Je n'ai pas eu de nouvelles de Marc directement, mais j'ai entendu parler de lui par la petite communauté d'affaires bavarde de la ville. Les histoires peignaient un tableau sombre. Après l'accord, il avait essayé de lancer sa propre société de conseil, mais sa réputation était en lambeaux. L'histoire de sa tromperie à la fois personnelle et professionnelle s'était répandue. Il n'était plus le charmant apporteur d'affaires. Il était un risque. Les clients étaient méfiants, et les partenaires potentiels gardaient leur distance. Le plan de secours qu'il avait si soigneusement construit l'avait mené à une île déserte de sa propre création. Un jour, j'ai croisé un vieil ami commun dans un café. Après quelques banalités maladroites, il a hésité avant de dire « J'ai vu Marc la semaine dernière. Il ne va pas bien. Élise. Il a beaucoup maigri. Il a demandé de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ai-je demandé ? Ma voix neutre. Je lui ai dit que tu semblais aller très bien. A dit l'ami, me regardant avec un mélange de pitié et d'admiration. Et c'est vrai. C'est incroyable à voir. Je l'ai remercié et je suis partie. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni pitié, ni même une trace persistante de colère. Son destin n'était plus lié au mien. Il n'était qu'un homme que j'avais connu. Le protagoniste d'un livre que j'avais fini de lire et replacé sur l'étagère. Ma guérison n'a pas été une ligne droite. Il y avait des jours où une vague de solitude me frappait de manière inattendue. Une douleur soudaine et aiguë pour la compagnie que j'avais perdue. Ou plutôt, la compagnie que je pensais avoir. Il y avait des nuits où je me réveillais d'un rêve du passé, le cœur endolori d'une douleur fantôme. Mais ces moments sont devenus de plus en plus rares. J'apprenais à être seule, et je découvrais que je préférais de loin ma propre compagnie à celle d'un menteur. J'ai trouvé du réconfort dans les choses simples. De longues promenades le long des quais.
Le vent froid comme une gifle rafraîchissante sur mon visage. Redécouvrir de vieux passe-temps que j'avais laissés de côté. Comme la photographie. Passer des week-ends tranquilles avec un bon livre et un verre de vin. Sans personne à qui rendre de compte. Sauf à moi-même. Je forgeais une nouvelle relation. La plus importante de toutes, celle avec moi-même. Environ 1 an après la finalisation du divorce. J'étais à un gala de charité que mon entreprise avait organisé. C'était l'un de nos plus grands événements de l'année. Tenu dans la grande salle de bal d'un hôtel historique du centre-ville. Tout se déroulait parfaitement. L'éclairage était spectaculaire. La musique exquise. Les invités heureux. Je me tenais dans les coulisses, observant l'aboutissement de mois de travail acharné. Un sentiment de fierté tranquille gonflant ma poitrine. Une femme que je reconnaissais vaguement. L'une des sponsors de l'événement. S'est approchée de moi. Élise. Vous vous êtes surpassée? S'est-elle exclamée. Tout est impeccable. Vous savez. J'ai failli engager la nouvelle agence de votre ex-mari pour un événement d'entreprise le mois dernier. Dieu merci. Je ne l'ai pas fait. Une amie m'a dit que c'était un désastre absolu. Cet homme a complètement perdu la main. J'ai simplement souri. Je suis heureuse que vous appréciez la soirée. Plus tard dans la nuit, alors que je supervisais le démontage de l'événement, j'ai vu un visage familier près du vestiaire. C'était Chloé. Elle était là avec un cavalier. Radieuse dans une robe argentée scintillante. Elle m'a repéré et son visage s'est illuminé. Élise. J'espérais te voir. Dit-elle en me faisant une chaleureuse accolade. Cet événement est incroyable. Tu es une rock star. C'est un travail d'équipe? Dis-je en souriant. Tu es magnifique. Heureuse. Je le suis. Dit-elle. Et ses yeux brillaient d'une joie authentique qui était belle à voir. J'ai beaucoup appris d'eux. Eh bien? De tout. J'ai appris ce que je ne tolérerai plus jamais dans une relation. Et j'ai appris ce que je mérite. Elle m'a serré le bras. Nous l'avons toutes les deux appris. Son cavalier s'est approché. Un homme au visage aimable qui la regardait avec une adoration manifeste. Après une brève et amicale présentation, ils sont partis. Sortant main dans la nuit. Je les ai regardés s'éloigner. Et je n'ai ressenti aucune envie. Aucune tristesse pour ma propre solitude. J'ai ressenti un contentement calme et heureux pour elle. Pour la résilience du cœur humain. En faisant un dernier tour dans la salle de bal maintenant vide. Le silence rompu seulement par le cliquetis de l'équipe de nettoyage. J'ai pensé à la femme que j'avais été un peu plus d'1 an auparavant, la femme dont le monde s'était brisé sur un trottoir. Elle avait cru que sa vie était un édifice parfaitement construit. Pour découvrir que ses fondations étaient faites de sable. Mais elle avait eu tort. La fondation n'était pas le mariage. Ce n'était pas le partenariat. La fondation, c'était elle. J'étais la fondation. Et je n'avais pas seulement survécu à l'effondrement. J'avais déblayé les décombres et construit quelque chose de nouveau à la place. Quelque chose de plus fort. Quelque chose qui était entièrement à moi. Je suis sortie de l'hôtel et dans la nuit fraîche et nette de Paris. La ville scintillait autour de moi. Un univers d'1 million de petites lumières. Chacune une histoire. Une possibilité. Mon histoire n'était plus un drame mis en scène par quelqu'un d'autre. Il n'y avait plus de méchants. Plus de victimes. Il y avait juste moi. Et pour la première fois, j'ai compris que la plus grande performance de ma vie n'était pas de mettre en scène l'événement parfait pour les autres, mais de finalement, vraiment, entrer sous les projecteurs de ma propre vie. J'ai pris une profonde inspiration de l'air libre et pur, et j'ai continué à marcher.